Bonjour, chers membres de la communauté universitaire de l'Université de Mans et chers collègues de l'Université du Québec à Montréal. Mon nom est Marcel Simoneau, je suis le directeur du service aux collectivités. En guise d'introduction, j'aimerais souligner la contribution de l'équipe qui a grandement contribué à l'organisation de ce premier webinaire avec l'Université de Mans et l'UQAM. Les membres de l'équipe sont, par exemple, de l'UQAM, Caroline Roger, Gabrielle Goyette-Côté, Marie-Flore Baudin-Véronneau et Mélanie Pelletier. L'équipe de Mans, avec qui nous avons collaboré depuis quelques mois ce premier webinaire, M. Damiano Di Stasio, M. David Laure, Olivier Van der Vivet et Mme Cynthia Marchal, qui sera aussi notre modératrice là, pour aujourd'hui. Je souligne que ce webinaire est enregistré. Et sans plus tarder, j'invite M. D'abord, je souhaite la bienvenue à M. Rudy Wattier, vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat de l'Université de Mans, et à M. Christian Bogli, vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion. Cher Christian, je t'invite à prononcer quelques mots en guise d'introduction. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marcel pour ce mot introductif. Et puis, bonjour également aux collègues de l'Université Mons. Monsieur Wattier, il me fait plaisir de vous rencontrer par écran interposé et je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à vos collègues, à votre communauté universitaire, à votre équipe, à ce premier webinaire d'une série de 4 sur le modèle du service aux collectivités. Je reviendrai au service aux collectivités tantôt. Et ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une coopération Québec et Wallonie-Bruxelles qui permet à cette belle activité qui nous rassemble aujourd'hui. Et je veux saluer cette collaboration entre l'UMONS et l'UQAM qui se distingue par son importance majeure en matière de soutien à la recherche, à la diffusion et à la valorisation dans le domaine de l'innovation sociale pour le bénéfice des collectivités, aussi bien en Belgique qu'au Québec. Au sein de mon vice-rectorat, la recherche, création, diffusion, les collaborations recherche partenariale en innovation sociale sont au cœur des activités du service aux collectivités, sous la direction, bien sûr, de Marcel Simoneau, et du service du partenariat et du soutien à l'innovation, sous la direction de Caroline Roger. Le webinaire présenté aujourd'hui est le résultat de la collaboration entre ces deux services et je remercie les différentes équipes pour leur contribution à ce webinaire, mais aussi pour le travail réalisé au cours des des décennies, si je peux dire les choses ainsi, parce que, je vais vous donner un exemple, le service aux collectivités a été créé en 1979 et a joué un rôle majeur dans les liens avec différentes catégories, notamment les groupes de femmes, les groupes syndicaux, les groupes communautaires et je rajouterai même les groupes autochtones ici au Québec. Et avec le travail réalisé au sein du service aux collectivités, il y a un ensemble de pratiques, d'expériences, de collaborations qui se sont développées. Et c'est un croisement entre savoir citoyen, savoir universitaire qui est au cœur du travail et du mandat du service aux collectivités. D'ailleurs, le service aux collectivités, tout comme le SEPSI, le service de partenariat et du soutien à l'innovation, d'ailleurs, un petit mot sur ce service de partenariat et de soutien à l'innovation, qui fait également un maillage entre nos chercheurs et les milieux, particulièrement ou un peu plus les milieux gouvernementaux et privés. Et donc, cette dimension de maillage, d'accompagnement, d'échange, de collaboration est au cœur du mandat de ces deux services. Mais permettez-moi aujourd'hui de mettre un peu plus l'accent sur le service aux collectivités en raison de son rôle majeur dans la société québécoise auprès des groupes dont j'ai fait mention tantôt. Et d'ailleurs, le service aux collectivités sert d'exemple et est régulièrement présenté auprès d'institutions partenaires de l'UQAM qui veulent s'inspirer de ce modèle social, de cette mission sociale
qu'on retrouve au sein du service aux collectivités. Et ces dernières années, eh bien, plusieurs institutions travaillent ou ont voulu s'inspirer du service aux collectivités, notamment l'université de Dakar, de Lyon, de Strasbourg, de Lausanne, de Rennes 2. Ces échanges interuniversitaires ouvrent la voie, comme aujourd'hui, à des collaborations de recherche et de diffusion sur les plans internationaux, favorisent le partage des connaissances. Bien sûr, le partage des connaissances est au cœur de la mission des universités et bien sûr, une expertise que nous avons, des expertises, pardon, que nous avons au sein de l'Université du Québec à Montréal, entre les chercheurs et les équipes en soutien à la recherche et à la création. On sait que le monde actuel est marqué par une série de bouleversements, d'interrogations, où les certitudes se trouvent ébranlées d'une certaine façon. Et on a besoin pour cela d'une expertise universitaire qui travaille avec et qui accompagne la collectivité dans les changements, dans les bouleversements qui sont anticipés. Et cet accompagnement, des activités comme celle d'aujourd'hui, sont essentielles pour maintenir à jour nos connaissances, s'épauler, co-construire. La co-construction est au cœur du travail du service aux collectivités, avec les milieux, pas des chercheurs qui travaillent sur des milieux comme si c'était des laboratoires sur lesquels on pourrait tester nos idées, mais avec, et c'est ensemble qu'on trouve des solutions aux enjeux de la société dans un contexte d'innovation sociale. Oui, bien sûr, habituellement, on parle beaucoup d'innovation technologique, d'innovation biomédicale, mais on oublie le rôle majeur des innovations sociales qui sont le fondement même de la société, du vivre ensemble, du travail en commun et de l'impact sur nos communautés, nos collectivités. Alors, comme mes équipes me disent souvent que je parle beaucoup, donc je vais m'arrêter là et vous remercier pour votre aimable attention et j'espère que les discussions seront à la hauteur de vos attentes. Merci, Christian, pour ces paroles inspirantes. Je vous invite maintenant, M. Wattier, à prononcer quelques mots. Oui, je vais être très bref parce que je pense que tout a été dit et donc je remercie mon homologue Christian d'avoir prononcé, je veux dire, ces gentils mots et d'avoir un peu mis le cadre de ce webinaire. J'ajouterais un plus, moi, qui me tient à cœur, c'est voir vraiment ce projet autour de l'innovation sociale et de la valorisation de la recherche. Et je pense que les universités ont beaucoup réfléchi et sont de plus en plus sensibles à l'impact sociétal de leur recherche et que nous, en tout cas au niveau européen, on est poussé à vraiment aller vers ce cap-là. Et comme vous l'avez dit, les défis sociétaux sont nombreux et complexes. Et personnellement, je suis intimement convaincu que l'innovation sociale et la mobilisation des savoirs dans les sciences humaines et sociales vont jouer un rôle majeur. On ne peut plus concevoir, je veux dire, des recherches transversales sans mettre, je veux dire, un axe social au sein de ces projets. Et je crois que c'est un des défis majeurs actuels qui est prégnant, c'est de vraiment mettre au cœur de nos recherches cet aspect social et d'innovation. Et moi, je suis particulièrement heureux que ce projet se fasse avec l'Université du Québec à Montréal et tout simplement parce que vous êtes, je veux dire, des pionniers dans le domaine avec plus de 40 ans de, je veux dire, d'expérience et que je trouve que partager cette expérience ensemble, nous, Université de Mons, va nous faire progresser. Et donc, j'attends beaucoup de ces webinaires et je vous remercie sincèrement d'avoir mis ça sur pied. Un tout grand merci et bon webinaire à tout le monde. Merci, M. Wattier. Alors, dernier mot de procédure. Madame Mélanie Pelletier, qui est notre professionnelle agente de développement au service aux collectivités, va présenter les lignes directrices de nos pratiques, de notre modèle. Et je vous invite aussi à inscrire vos questions dans l'onglet au bas de votre écran, Q&A.
Après cette présentation-là, en fait, notre objectif, c'est de pouvoir surtout échanger, discuter entre les membres de nos deux communautés universitaires et justement, ça va être plus dynamique et je suis convaincu que ça va, je dirais, être bien porteur pour de nouvelles idées aussi là, de collaboration. Alors, je t'invite, Mélanie, maintenant à débuter la présentation. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Donc, je vais vous partager notre PowerPoint. Changer un petit. Et voilà, vous me voyez bien? Vous voyez bien la présentation? Parfait. Donc, comme ça a été dit, c'est notre premier webinaire avec l'Université de Mons. Aujourd'hui, on va vous présenter là, notre approche là, au service de collectivité, qui on est, d'où l'on vient, notre approche, la façon qu'on travaille, environ 15-20 minutes pour par la suite là, répondre à vos questions et tout. Donc, n'hésitez vraiment pas. Donc, sans plus tarder. Donc, notre service de collectivité, notre mission, en fait, de base, c'est de collaborer avec des groupes sociaux qui sont non traditionnellement desservis par les universités en vue de répondre à leurs besoins qui leur sont propres, et ça, dans une perspective de promotion collective ou culturelle. Donc, ça, c'est notre mission là, qui est inscrite là, à notre politique 41 depuis 79, donc depuis plus de 40 ans. Donc, l'origine du service, en fait, ça s'inscrivait dans un contexte particulier au Québec. En fait, d'une part, il y a eu plusieurs rapports qui rappelaient qui ont mis de l'avant l'importance de la mission sociale des universités. Tout d'abord, il y avait le rapport de l'UNESCO, le rapport Fort en 72, qui proposait de mettre l'éducation permanente au cœur de la cité éducative et d'en faire un projet tout au long de la vie. Et l'année suivante, nous avons eu le rapport Bélanger-Daou, réalisé pour le Conseil des universités du Québec et la CREPUC, qui insistait sur le besoin de démocratiser l'université et de l'ouvrir sur le milieu, entre autres par un soutien à la promotion collective. Donc, c'était dans la même visée un peu que la création de l'UQAM quelques années avant, du réseau des universités du Québec, de vraiment favoriser la démocratisation du savoir auprès soit des personnes étudiantes de première génération, mais auprès de ces collectivités également. Donc, dans les années 70 aussi, au Québec, il y avait une forte ébullition sociale et politique, autant du côté des mouvements syndicaux, communautaires et féministes. Donc, ici, au service, comment ça a commencé, c'est qu'en fait, il y avait premièrement des centrales syndicales qui cherchaient à créer un centre de recherche en partenariat avec des universités. Donc, l'UQAM a répondu à l'appel et il y a eu aussi un développement de programmes de formation adaptés au milieu, aux travailleurs. Donc, il y a eu des rencontres de dialogue et c'est comme ça que ça a commencé à mettre les bases là, du service de collectivité. Ensuite, du côté des mouvements féministes, c'était une période très, très forte. Là, on sortait là, des années 60 où l'Église avait un poids depuis plusieurs années. Donc, il y a l'organisme Relais Femmes qui a été créé, puis que dès sa création, s'est mis à collaborer avec l'UQAM pour entretenir des liens étroits entre les études féministes qui naissaient et d'être bien connecté avec les militantes du mouvement. Et ensuite, du côté du mouvement communautaire, en fait, dans cette période-là, c'était plutôt des groupes citoyens qui ont commencé à se formaliser parce qu'il y avait aussi une remise en cause de l'État-providence, il y avait un certain désengagement de l'État. Donc, les groupes se sont formalisés, ils sont devenus des groupes populaires et des groupes communautaires, comme on appelle ici au Québec. Peut-être qu'en Europe, on parle plus de groupes associatifs, mais c'est dans le sens de groupes qui sont vraiment bien ancrés dans la communauté. Donc, et il y avait aussi une mouvance dans le milieu culturel. Donc, toutes ces mouvances, ces mouvements sociaux, ça contribuait à l'apparition du service de collectivité. Et
par la suite, il y a aussi eu un comité là, au niveau québécois qui proposait que les universités se dotent d'une troisième mission, une mission sociale qu'on appelle les services aux collectivités. Donc, c'est seulement l'UQAM, là, finalement, qui a répondu à l'appel et qui s'est doté là, d'une politique des services aux collectivités avec le service et des ressources. Donc, ça nous mène justement à cette politique 41-là qui a été créée, qui reconnaît l'existence d'une mission universitaire des services aux collectivités qui est distincte, mais en même temps qui est intégrée aux autres missions universitaires liées à l'enseignement, à la recherche et à la création. C'est-à-dire que ici, les professeurs qui ont 3 tâches, la recherche, l'enseignement et le service à la collectivité. En fait, lorsqu'ils participent à des projets de recherche et de formation ici au service, ça s'inscrit dans leur tâche de recherche et d'enseignement. Ce n'est pas des services à la collectivité qui réfèrent plus à des tâches administratives ou plus ponctuelles. Donc, tout ça est vraiment bien imbriqué dans la politique. Et cette politique-là est venue aussi avec des ressources, c'est-à-dire une enveloppe qui est maintenant là, de 120 000 par année pour soutenir des projets de recherche et aussi une banque de dégrèvement aux fins de formation ou de recherche pour les professeurs qui s'engagent là, dans les projets. Et présentement, nous, où nous sommes dans l'institution, nous sommes sous le vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion, avec justement d'autres services comme le service des partenariats du soutien à l'innovation, service à la recherche-création, les centres de diffusion. Donc on relève, on fait partie de cette équipe. Donc, un petit schéma sur notre modèle de gouvernance. Donc, l'équipe service aux collectivités, nous sommes une unité là, administrative. Et je vais vous parler tout à l'heure de nos comment qu'on se divise un peu le travail. Et nous avons aussi un comité des services aux collectivités qui est un comité paritaire qui est composé à la fois de professeurs, de représentants de toutes nos facultés et écoles, donc de 7 représentants et aussi 7 représentants des groupes partenaires, donc syndicats communautaires et féministes, donc qui se réunit 5 à 6 fois par année. Et notre CESAC, il a un rôle de jury, c'est-à-dire d'évaluer les demandes de financement de recherche ou de dégrèvement qu'on propose dans le cadre de nos projets là, tout au long de l'année. Et le CESAC a aussi un rôle de recommandation, par exemple à la commission des études sur nos axes de développement, les priorités annuelles. Donc, autrement dit, le service aux collectivités, ce qu'on est, c'est une porte d'entrée pour les demandes issues des collectivités visées, des groupes. Donc, ils peuvent nous contacter et ça nous permet aussi de jouer un rôle de veille dans l'identification de problématiques émergentes issues des collectivités. C'est-à-dire que les groupes, lorsqu'ils nous contactent, ils ont souvent des questionnements sur ce qu'ils observent sur le terrain avec les gens avec qui ils travaillent. Donc, ça nous permet vraiment d'être à l'affût de c'est quoi les nouvelles tendances dans la société. Et ça, pour les professeurs, les chercheurs, c'est super intéressant pour eux de pouvoir venir documenter finalement ce qui se passe et de le faire connaître plus largement. Donc, on offre un développement et un accompagnement des démarches partenariales de recherche, de formation et de diffusion, mais aussi un appui à la création de stratégies de transfert et d'appropriation des connaissances, vraiment tout au long du projet, pas seulement à la fin lorsqu'on diffuse des résultats de recherche, mais on s'assure qu'en cours de route, il y a aussi différentes occasions de transfert, d'appropriation des connaissances avec les groupes, mais aussi du côté académique. Donc, je vais y revenir tantôt. Bref, on s'inscrit dans une page de partage de savoir et de compétences, de co-construction pour collectiviser des nouvelles connaissances qui permettent d'enrichir et d'élargir la compréhension de problématiques sociales complexes. Donc, on est vraiment dans une posture qu'on reconnaît
les savoirs de tous, les savoirs, oui, académiques, mais les savoirs expérientiels, les savoirs finalement qui viennent du terrain et la mise sur pied justement de nos comités d'encadrement des projets, ça nous permet vraiment de favoriser ce partage-là tout au long. Donc, le service, justement, avec plus de 40 ans de collaboration, on est environ à une centaine de projets accompagnés par année, que ce soit de formation, de recherche, diffusion et transfert, qui répondent à des besoins et des problèmes identifiés par les groupes. On est une équipe, il faut le dire, de 4 agentes là, permanentes, 2 agentes contractuelles. On a, en plus, bien sûr, de notre directeur Marcel et d'une secrétaire de direction. Donc, on rejoint l'année dernière avec une centaine de projets. Ça regroupait plus d'une centaine de personnes, professeurs et aussi chargés de cours de toutes les facultés et écoles de l'UQAM. Donc, on travaille vraiment avec plusieurs disciplines. C'est pas seulement sciences sociales. Là. On a des projets avec des professeurs en sciences gestion, comptabilité, en sciences de l'environnement. Donc, c'est très multidisciplinaire. Et dans les projets, on peut aussi permettre des projets interdisciplinaires, ce qui est encore plus intéressant. Donc, environ 150 étudiants qui sont impliqués dans les projets, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des projets de recherche, les professeurs recrutent là, des personnes étudiantes comme auxiliaires de recherche, mais qui participent, qui sont vraiment partie prenante des projets et qui a un côté aussi très formateur sur la recherche partenariale, qui n'apprennent pas nécessairement dans le cadre de leurs cours. Et on travaille avec plus de 120 groupes partenaires. Donc, et ça, c'est juste dans le cadre de nos projets, mais en plus, souvent, on rejoint d'autres groupes lorsque c'est diffusé plus largement. Donc, notre structure là, à l'interne, comment qu'on se répartit là, les projets et la façon qu'on travaille, on a tout d'abord, excusez, j'ai la petite barre. OK. On a le protocole UQAM Relais Femmes, le domaine femmes. Donc, c'est un protocole, c'est un comité, en fait, là, qui regroupe des universitaires et des représentants de Relais Femmes et aussi l'Institut de recherche des études féministes, l'IREF, donc qui a un rôle justement de se concerter, faire une certaine veille, une certaine priorisation des projets. Donc, ce protocole-là a souligné là, son 40e anniversaire cet automne. Là. Il y a d'ailleurs une exposition qui a été faite là, sur les projets réalisés et qui circule à l'Écomusée du Tiers-Monde et qui va être aussi à l'UQAM. Ensuite, nous avons le protocole avec les centrales syndicales. Donc, la CSN, CSQ, FTQ, ce sont les trois principales centrales syndicales au Québec. Donc, encore là, il y a un comité conjoint paritaire avec des représentants de ces centrales et des professeurs qui se réunissent là, quelques fois par année pour mettre en commun finalement les thématiques. Et c'est aussi pour favoriser parfois des projets entre les centrales elles-mêmes. Donc, ça amène aussi une certaine concertation. Du côté des organismes communautaires, moi, pour lesquels je travaille, on n'a pas de protocole en tant que tel, mais on travaille avec plusieurs regroupements nationaux communautaires, comme le Réseau québécois d'action communautaire autonome, le Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, Regroupement québécois des groupes écologistes, etc. Mais on recherche un équilibre entre travailler avec des réseaux nationaux, mais aussi des groupes locaux qui sont vraiment qui sont plus sur une base, qui ont un ancrage territorial, comme des tables de concertation, des groupes locaux, des groupes plus marginalisés. Et également les groupes autochtones avec qui on a des collaborations depuis plus d'une vingtaine d'années, comme Femmes autochtones du Québec. Et finalement, ce sont nos 3 domaines. Et depuis environ 2 ans, on travaille à l'implantation d'un volet étudiant, c'est-à-dire
d'offrir des engagements, des occasions d'engagement communauté université directement aux étudiants de l'UQAM et aussi à la fois répondre à des besoins ponctuels des organismes parce que les groupes, lorsqu'ils nous contactent, ils n'ont pas nécessairement toujours le temps et les ressources de s'investir dans des projets de recherche qui peuvent durer souvent, bon, on vise 1 an et demi, mais qui peuvent être plutôt de 2 ans et plus. Donc, c'est de répondre à des besoins là, qui nous ont été dits en consultation. Puis, c'est une belle occasion aussi de former les étudiants à la recherche partenariale, à cette approche-là. Donc, on a fait un pilote, on est appuyé par la Fondation Lucie André Chagnon pour le développement de ce volet-là et qui s'inspire, entre autres, en Europe, on retrouve par exemple plus des boutiques de sciences où on a regardé les modèles existants. Donc, on s'inspire de ça tout finalement en reprenant l'approche là, de répondre aux besoins des groupes. Donc ici, j'en viens à notre comité d'encadrement. En fait, c'est, comme je disais tout à l'heure, notre approche partenariale pour pouvoir favoriser cette coproduction des savoirs universitaires, citoyens. Ça nous De quelle façon qu'on fait ça? Donc, lorsqu'on a un groupe qui nous contacte, et qu'on recrute un professeur, des étudiants, on met sur pied un comité d'encadrement. Donc, c'est vraiment, pour nous, c'est une structure de co-construction et de co-décision qui va se réunir à toutes les étapes du projet. Donc, on se réunit aussi souvent que nécessaire, mais vraiment en fonction des besoins et des particularités du projet. Donc, le comité d'encadrement, il nous permet de co-construire le plus possible juste la question de recherche, qui souvent peut prendre quelques rencontres à partir du besoin du groupe. C'est quoi la préoccupation qu'il amène et de quelle façon ça peut devenir une question de recherche assez précise. Donc, et qui souvent, avec ce dialogue-là, devient très pertinente et porteuse. Donc, bref, le comité, c'est un comité qui est décisionnel. On y prend les décisions tout au long du projet. On s'assure de respecter là, les objectifs et que si en cours de route, il y a des changements, que ce soit finalement et que tout le monde soit à l'aise avec ça, que ce soit partagé là, par l'ensemble des partenaires. Donc, ici, je suis désolée, c'est peut-être un petit peu petit, là, mais donc, le comité d'encadrement, il est au cœur. Nous, comme agente de développement au service de collectivité, notre rôle, c'est d'animer ce comité-là, d'organiser les rencontres, l'animer, faire les comptes rendus. Et un peu dans peut-être dans notre chaîne là, de projets, là, comme je disais tout à l'heure, premièrement, comment que ça débute un projet, c'est qu'on reçoit les demandes issues des groupes. Et on clarifie aussi le besoin parce que des fois, le besoin peut être très, très large et on essaie de circonscrire le plus possible. On va rechercher un professeur en lien avec l'expertise qui est recherchée. Donc nous-mêmes, comme agente, là, on va solliciter des professeurs, on va faire des recherches et tout. On va organiser une première rencontre, souvent qu'on appelle exploratoire, pour voir s'il y a un match, là, c'est-à-dire si finalement le professeur est intéressé, est à l'aise avec le groupe, la préoccupation qu'il amène, si ça correspond avec ses intérêts de recherche et tout. Et on voit aussi s'il y a une certaine chimie parce que lorsqu'on travaille en partenariat, il faut qu'il y ait une relation de confiance et ça, il faut que ça se construise parce que sinon, si cette relation de confiance-là n'est pas là, c'est sûr que ça va être difficile. Donc, on est là aussi pour créer un peu cette ambiance-là qui va nous permettre de aussi se dire les choses au fur et à mesure du projet, que s'il y a des tensions, il y a toujours des rapports de pouvoir, qu'on le veuille ou non. Donc, et les groupes, souvent, ils sont dans l'urgence, ils sont pressés d'avoir les résultats. Les professeurs, eux, ben, il y a différentes étapes aussi à la recherche qui prend souvent, qui prend du temps. Donc, bref,
nous, comme agente, on est là pour faire une médiation aussi dans tout ça, de s'assurer là, d'atténuer les tensions, de s'assurer que, finalement, que le processus, que le partenariat se porte bien. Donc, on définit les objectifs ensemble, on co-construit le projet de recherche, on va faire les demandes de financement, que ce soit à l'interne, ici au service de collectivité, avec notre enveloppe de recherche qu'on peut soumettre au CESAC, mais on peut aussi avoir recours à des fonds à l'externe, du côté fédéral, provincial. Donc, et par la suite, lorsqu'on obtient le financement, on continue cet accompagnement-là, nous, tout au long du projet. Et on s'assure aussi, on réfléchit aux stratégies de transfert d'appropriation des connaissances. On en parle régulièrement dans les rencontres, de saisir les occasions, de parler du projet de recherche parce que souvent les groupes, lorsqu'ils lorsqu'ils arrivent avec un besoin, ben, ils en ont parlé à leur conseil d'administration et lorsque le projet de recherche démarre, ben, ils avisent leurs membres et souvent, ça facilite aussi la collecte de données parce que les groupes, les gens sont prêts finalement à être rencontrés pour des entrevues, des groupes de discussion. Donc, on saisit les différentes occasions, que ce soit des assemblées, des rencontres publiques finalement pour favoriser ce transfert de connaissances-là. Donc, et c'est ça, et à la fin de la recherche, évidemment aussi. Donc, et du côté académique, c'est la même chose. Souvent, même les professeurs invitent un représentant du groupe à venir présenter les résultats. Ils présentent les résultats ensemble et ça, c'est super intéressant parce qu'on a vraiment le point de vue pratique et le point de vue de la recherche. Et finalement, on fait bien sûr le bilan du partenariat et c'est souvent une occasion aussi que parfois, bon, il y a de nouveaux besoins de recherche qui peuvent émaner, donc on peut y aller avec une phase suivante ou parfois, il peut y avoir suite à une recherche, il peut y avoir des besoins de formation qui s'en suivent. Je vais en parler justement. J'en arrive à des exemples concrets, donc c'est souvent plus facile là, de comprendre là, via c'est ça, des exemples concrets qu'on a ici. Donc, violence conjugale, milieu de travail, ça, c'est un projet qui touchait à la fois le domaine femmes et le domaine syndical, qui était sur la question, c'est un partenariat de recherche qui a été formé afin en fait, c'était dans un contexte d'urgence de reconnaître une obligation en matière de violence conjugale pour les employeurs au Québec. Donc, il y a une campagne qui a été menée pour intégrer une telle obligation dans la loi sur la santé et la sécurité au travail. Donc, c'est un exemple d'un projet là, qui a eu vraiment des impacts là, sociétaux. Nos projets de recherche, bon, on utilise souvent le terme recherche partenariale, mais ça peut être de la recherche-action, de la recherche collaborative, donc un peu dépendant des expertises. On, finalement, on travaille de façon partenariale et ça peut s'incarner de différentes façons. Ensuite, les projets de formation qu'on accompagne, ce sont souvent des projets qui ont fait suite à une première étape de la recherche, qui a eu un certain transfert de connaissances, mais que les groupes nous ont dit on veut aller plus loin et on aurait besoin d'être formés. Donc, qu'il y ait plus d'activités de transfert de connaissances. Donc, ici, ce sont deux exemples que j'ai mis. Le premier, c'est ça a été une recherche sur un récit collectif de la transition sociale et écologique à l'échelle du milieu de vie dans un arrondissement ici de Montréal. Donc, il y a eu une première phase de recherche pour avoir les points de vue de citoyens sur la transition sociale et écologique. Et par la suite, c'est devenu un projet de formation. On a obtenu une subvention là, du Fonds des services de collectivité au ministère de l'Enseignement supérieur pour, pendant 2 ans, réaliser des ateliers citoyens, de participer à des événements publics, par exemple dans les parcs, mais aussi
en fait, c'est ça, on a utilisé beaucoup de moyens artistiques même pour favoriser ce transfert de connaissances-là. Les petites briques ici que vous voyez, c'est des briques de thématiques là, qui sont ressorties des propos citoyens. Il y a une pièce de théâtre. Donc, ça nous permet vraiment d'innover aussi dans notre transfert de connaissances. Et il y en a résulté un récit, mais aussi un guide pratique pour s'il y a d'autres quartiers de Montréal qui veulent reproduire la même expérience. Donc, c'est un projet finalement, même si le financement en tant que tel est terminé, qui continue de vivre finalement avec l'organisme Selon qui était porteur de ce besoin-là. Un autre projet que j'ai accompagné avec la Ligue des droits et libertés sur le droit de manifester qui avait démarré par un projet de recherche et qui a donné lieu à des ateliers de formation sur la question. Et à cette étape-là, la pandémie est arrivée, donc au lieu de finalement de faire des tournées en personne, on a créé une collaboration avec le Carrefour, le technopédagogique ici à l'UQAM pour créer un site web et ça nous permet de reprendre des éléments de la recherche de façon très synthèse et finalement de les rendre accessibles là, de façon publique là, à un grand nombre de personnes qui peuvent y avoir recours là, finalement aussitôt qu'ils ont besoin. Et je dirais aussi, en janvier, il y a un autre projet qui marque plus de 10 ans de collaboration là, entre un professeur et les groupes sur, il va y avoir le lancement d'un site sur les pratiques d'action communautaire et l'autonomie des destinataires. Donc, encore là, c'est des partenariats qui s'inscrivent dans la durée. C'est souvent ces partenariats-là qui donnent beaucoup d'impact, là, qui finalement là, transforment des pratiques. Et peut-être un dernier exemple, cet été aussi, on avait notre 3e édition là, de l'école d'été par et pour les femmes autochtones. Donc, c'est un projet aussi qui est venu dans une perspective de décolonisation des universités. Donc, encore là, c'est un résultat de plusieurs années de partenariat. Je regarde juste mon temps. Donc, le volet étudiant. Rapidement, c'est des exemples de mandats, en fait, comme je disais tantôt, pour répondre à des besoins ponctuels. Donc, il y a eu des mandats qui ont été réalisés là, au cours des 2 dernières années, très variés, qui portaient à créer des bulletins d'information, faire du photoreportage, plan de com. Donc, ces mandats-là ont été soit réalisés sous forme de mandats rémunérés directement auprès des étudiants ou dans le cadre de cours que les étudiants, finalement, au lieu de travailler sur un cas fictif, ont travaillé sur un cas réel et ce qui a été très utile là, pour les organismes là, qui en ont fait la demande. Puis, on se rend compte à quel point les personnes étudiantes aiment ce genre d'occasion d'engagement-là aussi. Ils cherchent des expériences pratiques. Et c'est très utile dans les programmes où il n'y a pas de stages qui sont offerts. Enfin, les projets, en fait, au service, souvent, on démarre avec des petits projets qui n'ont pas tant de financement, mais qui, au final, ont souvent un effet levier assez intéressant et qui permettent justement d'aller chercher des financements plus conséquents par la suite. Donc, on a à la fois des retombées scientifiques pour les professeurs qui peuvent en faire des articles, participer à en faire des communications dans des colloques et tout. Mais il y a aussi des retombées sociopolitiques qui sont importantes. Donc, l'exemple ici, c'est l'enquête ESIMU, qui c'était une enquête sur les violences sexuelles en milieu universitaire au Québec. Donc, c'était à la suite de plusieurs événements de violences sexuelles médiatisées. Et le mouvement étudiant militant et féministe de l'UQAM a recommandé de mener une recherche pour documenter l'ampleur de la situation en milieu universitaire. Donc, devant cette nécessité, il y a une équipe de recherche qui a mis en chantier une enquête dans 6 universités québécoises. Donc, cette enquête a permis d'établir un portrait en contexte universitaire et en fait, il y a près de 37% des personnes répondantes qui ont rapporté au moins une forme de victimisation sexuelle commise par un autre individu affilié à leur université. Donc, en termes d'impact,
il y a 14 des 15 recommandations de l'enquête qui ont été déterminantes dans l'élaboration de la loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc, ça l'a mené à l'établissement de nombreuses collaborations, tant au Québec, au Canada et à l'international. L'étude a mené aussi à la création d'une chaire de recherche financée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, bref, des petits projets, parfois au départ, peuvent finalement avoir de belles retombées. Donc, voilà. Si vous voulez nous suivre, là, on est sur les médias sociaux. On a aussi un site, là, mais qu'on doit un peu rafraîchir. Donc, je vous invite à nous suivre. Puis, je remercie là, vraiment toute l'équipe de l'Université de Mons de nous avoir invités. Puis, j'espère que ça répond et qu'on est là pour répondre à vos questions. Donc, Marcel, je te laisse le relais. Merci, Mélanie, pour ce bref tour de force d'avoir survolé 40 ans d'activité en quelques minutes. Alors, maintenant, ben, j'espère que je reste là à susciter, je dirais, des interrogations, des partages d'idées. Et puis, donc, je comprends, Cynthia, tu vas pouvoir aussi, je dirais, animer maintenant ou répondre selon en fait, nous attribuer les questions selon l'ordre de priorité. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions là, qui ont été posées. Pour le moment, ça commence à arriver. Ah oui, ça commence. Okay. Ça commence, oui, il se lance maintenant. La première, c'est comment faites-vous pour financer les projets? Alors ça, c'est une bonne question. C'est aussi une question que j'avais parce que vous parliez d'un sacré financement et on voit que vous avez des ressources, là, des ressources humaines aussi assez impressionnantes derrière. Comment vous financez tout ça? En fait, oui. On parle moi, je vois deux grandes catégories de financement. D'abord, l'octroi de ressources pérennes pour permettre les activités du service aux collectivités, c'est-à-dire, par exemple, des postes déterminés pour des agents de développement du service, donc 4 postes depuis plusieurs années qui permettent d'assurer une pérennité. À l'occasion aussi, nous avons aussi ce que nous appelons, nous, des octrois de subventions qui nous permettent de maintenir sur une base contractuelle des agents ou des agents de développement grâce à des subventions de recherche reliées à des projets spécifiques. Donc, ça, voilà pour l'équipe du service aux collectivités. C'est la ressource principale. Hein. C'est notre capital, c'est un capital humain, c'est un capital intellectuel. Mélanie l'a bien présenté, qui joue un rôle d'interface entre les expertises universitaires et les savoirs des milieux. Donc, c'est cette équipe-là, d'abord, c'est une première ressource qui permet justement de perpétuer depuis plus de 40 ans les activités du service. D'autre part aussi, l'autre catégorie, ce sont des ressources financières sous la responsabilité du vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion, des ressources que j'administre. En fait, on parle de fonds de soutien à des projets de recherche, des fonds internes de soutien, ainsi aussi qu'une valeur de dégrèvement de formation de recherche. Dégrèvement, pour nous, ça permet de dégager des personnes professeurs d'une charge d'enseignement pour se consacrer pendant une session ou deux à des projets de recherche. Donc, c'est une valeur importante. Ce sont des ressources très convoitées, très importantes à l'UQAM. Et ce n'est pas seulement nous, le service aux collectivités, qui déterminons l'octroi des ressources-là, mais comme Mélanie l'a présenté, ce mandat revient à un comité institutionnel paritaire, un comité qui relève de nos instances, le comité des services aux collectivités, qui fait à la fois office de jury d'évaluation ou ici d'évaluation selon des critères bien rigoureux. On souligne toujours, nous devons être rigoureux, donner l'exemple, que ce soit pour évaluer des projets de recherche et de formation. Donc, c'est un peu comme un concours interne de subvention. Et cette rigueur-là, en fait, fait en sorte qu'il y a une intégrité aussi des projets et des ressources allouées.
Donc, les ressources allouées sont, je dirais, identifiées par ce comité-là et ils sont toujours approuvés par notre vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion. Et de mieux par la suite aussi, je dois le souligner, nous ne pourrions pas exister sans la collaboration étroite de plusieurs autres services dans notre université. Je pense par exemple au service du personnel enseignant pour le dégrèvement. Évidemment, nos collègues des services de partenariat et de recherche à la création pour la gestion financière, nos collègues des fonds spéciaux pour l'octroi des subventions, nos collègues des services juridiques et j'en passe. Alors, c'est vraiment, nous sommes au cœur d'un écosystème de services en appui direct et indirect à la mission de recherche et la mission sociale de l'UQAM. Alors, c'est un service donc, qui est parfaitement intégré dans cette grande communauté universitaire. Alors, avec autant d'expertise professorale, universitaire, que d'expertise aussi opérationnelle et administrative. Voilà. Et évidemment, là, je viens de brosser à peine le portrait pour ce qui est des ressources de l'université, mais il ne faut pas oublier que nous participons avec des professeurs à des demandes de subventions, que ce soit des subventions de nos gouvernements provinciaux ou fédéraux, et qui donnent lieu aussi à d'autres projets de recherche. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais j'essaie de brosser vraiment là, cette image, ce portrait des ressources qui nous permettent de répondre à notre mission. Moi, j'ai peut-être une question alors plus personnelle. Les dégrèvements, donc c'est quand même une sorte de remplacement des professeurs. Alors, si j'entends bien, hein, pour les dégager un petit peu de leur fonction pédagogique. Et donc, c'est pour financer. Donc, il y a un financement là aussi pour les professeurs pour qu'ils puissent avoir un suppléant. Est-ce qu'il y a aussi des incitants pour les professeurs pour qu'ils se lancent dans ces projets-là aussi au niveau de l'UQAM? Au niveau, par exemple, au niveau de la reconnaissance dans la carrière ou des choses comme ça? En fait, oui, c'est tout à fait. Cette démarche-là de collaboration s'inscrit évidemment dans leur feuille de route en recherche, en formation aussi. Et évidemment, ce qu'on appelle, nous, les dégrèvements, donc, cet octroi de temps pour se consacrer à une recherche ou une formation, peut se faire suite à un soutien de recherche par des fonds internes ou des fonds externes aussi. Par exemple, un professeur qui collabore avec nous, avec des groupes, grâce à une subvention fédérale, peut aussi se voir octroyer des heures d'enseignement dédiées pour la recherche, évidemment. Donc, c'est une valeur importante. Je rappelle aussi que le modèle du service aux collectivités, c'est un modèle unique en termes d'entité administrative et institutionnelle au Québec. Évidemment, toutes les universités au Québec vont collaborer à des projets avec des communautés, des groupes communautaires, des collectivités, mais ce modèle-là est vraiment unique et c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir perpétuer un modèle de pratique, que ce soit par justement grâce au soutien de nos ressources financières et aussi par des dégrèvements pour les fins justement d'avoir une mobilisation de notre corps professoral et de nos chargés de cours, mais aussi pour s'assurer qu'il va y avoir une qualité de temps attribuée à chacun des projets. Comme Mélanie le mentionnait, le travail collaboratif, partenarial en co-construction, ça demande du temps. Ça demande du temps pour établir des liens de confiance aussi, de part et d'autre, mais ça demande aussi du temps pour s'assurer à long terme des transformations de pratiques sociales pérennes aussi, là, vraiment qui vont être bien ancrées dans les besoins et faire évoluer aussi là, la société. Alors. Merci. Et j'avais une question qui allait dans ce sens-là d'ailleurs. Donc, une question ici qui me demandait s'il y avait des choses qui freinaient les chercheurs dans leur engagement dans ce travail qui est assez voilà, énergivore. Et puis par ailleurs, ils ont quand même pas mal d'autres projets de recherche et d'enseignement. Et donc, est-ce qu'il y a aussi des freins ou des points d'attention que vous avez ressenti peut-être vous dans la mise en place du service? En fait, pour cette réponse, pour cette question, en fait, je vais inviter Mélanie, si tu souhaites, parce que tu travailles
sur le terrain avec les professeurs, les chercheurs et des membres des communautés. Alors, peut-être nous présenter quelques cas de figure qui illustrent bien cette situation. C'est sûr que des projets en partenariat, c'est pas pour tous les professeurs, c'est pas tout le monde qui est nécessairement intéressé à travailler de cette façon-là. On travaille avec des professeurs qui sont souvent bien engagés. Puis, c'est sûr, en termes de freins, c'est beaucoup, travailler en partenariat, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions, de la négociation, des compromis. Donc ça peut parfois être, ça peut sembler lourd pour les profs, mais d'un autre côté, le fait d'être en dialogue avec des groupes partenaires sur le terrain, ça permet vraiment d'avoir une recherche qui est très ancrée sur les besoins, sur les problématiques réelles. Donc, ça permet d'arriver avec des projets quand même assez innovants. Donc en fait, c'est un temps qui est nécessaire pour, par la suite, lorsqu'on est plus dans la diffusion, le transfert de connaissances, là, c'est valorisant ou en fait, on voit toutes les retombées que ces projets-là peuvent avoir. Mais oui, ça prend du temps. Donc, c'est pas pour tout le monde, mais je pense que les professeurs qui travaillent avec nous, ils apprécient ça. Notre accompagnement aussi, il est soutenant, là. Nous, on est là pour tout convoquer les rencontres, les animer, faire les comptes rendus. Donc, c'est quand même une forme de soutien là, pour les professeurs dans tout ça. Donc, et les financements de recherche, ça permet aussi d'engager des personnes étudiantes aussi. Donc, les professeurs sont dans un rôle de supervision. Donc, mais on réussit, en fait, c'est peut-être jusqu'où on va dans la co-construction aussi, là, d'être toujours en co-construction, c'est parfois un idéal à atteindre, mais on y va vraiment selon le temps, les ressources que tout le monde peut y donner. Donc, parfois, on y va plus rondement, d'autres on peut aller plus loin là, dans notre processus de co-construction. Quand même, Mélanie, j'ajouterais aussi, en y repensant, ce qui peut être perçu comme un frein, peut être aussi une opportunité à long terme. Nos projets, on sait, les professeurs savent bien que la co-création qui donne lieu à des nouvelles pratiques sociales, ça se fait sur du long terme. Et sur ce long terme, il peut y avoir des nouvelles opportunités aussi grâce à de nouvelles sources de financement, des nouvelles collaborations. Donc, plusieurs phases qui font en sorte que des projets peuvent durer quelques années aussi avec divers partenaires et même ce qu'on observe aussi, des professeurs, des collègues professeurs qui vont prendre la relève aussi pour se relayer des contributions à des projets de recherche aussi. Alors, ça, on encourage beaucoup justement cette multidisciplinarité de collaboration entre nos facultés universitaires. Je voyais une autre question qui posait, puis c'est vrai, je ne l'ai pas précisé, si les professeurs peuvent s'adresser à nous, s'ils ont déjà, c'est ça, des groupes partenaires, la réponse est oui. Donc, il arrive que les professeurs ne nous connaissaient pas nécessairement ou donc, ils établissent des collaborations avec des groupes. Donc, si le groupe est admissible et que ça répond à son besoin, cette recherche-là, oui, bien sûr, on va le considérer, on va l'accompagner. La seule chose qu'on veut éviter, c'est d'aller faire du démarchage auprès des groupes pour faire des recherches. Il faut vraiment que les recherches viennent, que ça réponde à leurs besoins parce que sinon, les groupes ici, souvent, sont sous-financés, c'est des petites équipes, donc ils n'auront pas le temps, les ressources de pouvoir vraiment s'y impliquer. Alors que si ça vient d'eux, c'est sûr qu'ils vont être présents tout au long du projet. Même s'il y a du roulement de personnel, je ne sais pas si vous vivez la même chose, là, mais avec la pénurie et tout, on peut avoir des changements de représentants de groupe, mais on établit une entente de partenariat, on définit bien les rôles aussi en début de projet, donc c'est clair, donc la relève peut être prise par une autre personne. Je vois aussi qu'il y a une question, elle a fait à savoir, est-ce que tous les chercheurs de l'UQAM sont sensibilisés justement à cette pratique du service aux collectivités? Oui, mais de plusieurs façons qui se déclinent ici. Par exemple, d'abord, il y a le mot diffusion qui est important au sein de notre vice-rectorat.
Donc, nos efforts de diffusion, de rayonnement de la recherche sont constants. À ce sujet, notre collaboration est forte avec notre service des communications de l'UQAM. Pour pratiquement la grande majorité de chacun de nos projets, recherche-formation donne lieu à des activités de médiatisation accompagnées par notre service des communications. Par exemple, sous forme d'articles, sous forme de colloques, d'ateliers publics, où nous invitons la communauté universitaire et publique. Notre vice-recteur, M. Aboigui, peut en témoigner. Je dois l'interpeller régulièrement pour qu'il puisse prendre la parole lors d'événements publics avec, par exemple, des instances provinciales ou municipales pour dévoiler justement ou lancer des nouveaux projets de recherche. Donc, c'est très intéressant parce que nous voyons vraiment ce que j'appelle le vrai visage du service de collectivité. C'est lorsque nous sommes face à toutes ces personnes-là qui représentent diverses communautés et aussi des membres de notre université. Donc, ce rayonnement, cette sensibilisation se fait sur une base, je dirais, naturelle et aussi par tous les efforts auxquels nous consacrons au sein de l'équipe du vice-rectorat à la recherche, de pouvoir justement se concerter entre nous pour faire rayonner nos efforts, nos ressources. Par exemple, aussi, nos présentations quelques fois par année au sein des nouvelles personnes professeurs à l'UQAM. Donc, il y a toujours vraiment l'accent qui est mis sur nos mandats de chacun des services là, pour mettre en valeur ce que nous pouvons offrir aussi auprès de la communauté universitaire. Donc, je dirais, on ne se repose pas sur nos lauriers, c'est un effort continu, mais très gratifiant aussi. Il y a aussi une autre question. Hein. Donc, c'est des projets, comme tu le disais, Mélanie, qui peuvent prendre plusieurs années. Et donc, il y a probablement des changements d'équipe en cours de route, des personnes qui ne sont pas nécessairement stabilisées dans l'équipe. Donc, voilà, comment on gère la rétention des talents ou la précarité des emplois pour des personnes qui seraient fort stratégiques. Est-ce que c'est le service aux collectivités qui assure la continuité ou Oui. voilà, comment ça se passe? Mais en fait, c'est le comité d'encadrement, c'est vraiment notre base, c'est notre noyau. Donc, nous, les agentes, une agente par projet, on est là pour assurer cette continuité-là. Lorsqu'il y a des changements au sein de l'équipe, on rappelle les objectifs du projet, sur quoi on s'est entendu, puis on le voit, en fait, du côté professoral des étudiants, ça, ça peut être assez stable. Du côté des groupes, là, on le voit, il y a quand même du roulement, mais souvent, les groupes, ils partagent, c'est pas seulement un individu, le groupe est porteur de pratiques de son organisation, donc c'est discuté en conseil d'administration, au sein de l'équipe, donc il y a des nouvelles personnes qui peuvent prendre la relève, donc on s'assure que la personne s'est bien approprié finalement le projet, donc ça continue, mais nos comptes rendus aussi, c'est pas juste administratif, ça permet de garder des traces de toutes les décisions qui ont été prises aussi en cours du processus. Donc, ça permet d'avoir finalement toute cette mémoire du projet-là. Aussi, je pourrais compléter qu'au sein de notre équipe, qui est en grande partie renouvelée là, depuis une dizaine d'années, en fait, les personnes qui jouent ce rôle d'agent de développement sont souvent des personnes qui ont déjà collaboré, par exemple, à des projets dans le passé, par exemple, à titre d'adjoint de recherche, même quelques étudiants et étudiantes aussi qui se joignent à nous. Hein. Je rappelle qu'on permet justement d'offrir des opportunités d'activités de recherche à des étudiants et étudiantes de cycle supérieur, une centaine et plus par année. Donc, il y a cette communauté aussi qui gravite autour du service, que ce soit, par exemple, des personnes qui jouent un rôle d'agent de planification, d'agent de développement, des professeurs aussi qui vont aussi témoigner
de ces opportunités de collaboration. Disons que nous sommes un peu un terroir, justement, de développement d'intérêt, d'engagement communautaire et pour ce type de recherche-là aussi. Et avec notre nouveau volet projet pilote qui permet de favoriser le développement d'engagement communautaire pour les personnes étudiantes, bien, ça va permettre justement de multiplier aussi les personnes qui sont de futurs citoyens et citoyennes au Québec pour pouvoir mieux comprendre cette recherche-là et me voir aussi s'en faire des porte-paroles aussi, pas seulement à l'UQAM, mais dans toutes les universités québécoises. Alors, j'ai une autre question ici qui vous demande en fait par votre expérience, quels sont les avantages d'avoir ce système de partenariat UQAM milieu associatif, donc le service aux collectivités, parce que vous êtes la seule université à avoir développé ce service-là. Donc, quels sont les avantages d'avoir ce service et comment le pérenniser? Je peux débuter, puis je laisserai Mélanie soit bien à l'aise pour compléter. Je pourrais dire, moi, je perçois l'avantage régulièrement, par exemple, lorsque nous collaborons avec d'autres universités. Dans la grande région de Montréal, nous sommes 4 grandes universités. Outre l'UQAM, il y a aussi l'Université de Montréal, McGill et Concordia. Et régulièrement, des collègues de ces universités vont communiquer avec nous pour avoir notre avis ou pour nous tendre la main pour pouvoir collaborer ensemble à quelques opportunités aussi de projets qui peuvent exiger une collaboration interuniversitaire d'expertise. Le fait que nous soyons le seul à avoir un modèle, en fait, nous sommes ancrés. Nous avons une permanence. Mélanie l'a bien mentionné. Cette permanence-là, cette pérennité, c'est une reconnaissance aussi. Et nous avons constamment des ressources aussi qui sont, je dirais aussi, nous jouons à la fois un rôle d'antenne pour recevoir les demandes, mais aussi de convergence, un rôle d'interface auprès des expertises universitaires qui sont sollicitées. Donc, nous avons aussi, je dirais, un rôle d'attraction auprès des autres universités pour pouvoir collaborer. Par exemple, l'année passée, nous avons collaboré avec une université québécoise à Montréal, Concordia, un webinaire comme celui d'aujourd'hui, mais à rayonnement canadien. Donc, c'est le fait que nous soyons identifiés comme un service bien ancré, bien reconnu, ça nous permet justement d'avoir une certaine portée pour établir des passerelles, je tiens le mot, c'est important, des passerelles aussi bien auprès des autres organismes que des autres universités. Et aussi, c'est un petit milieu, alors nos agents de développement, l'équipe est bien connue. Je ne sais pas, Mélanie, je pense qu'ensemble, l'équipe ici, ça rayonne auprès de centaines d'organismes et connaissent très bien aussi tout cet écosystème universitaire et communautaire. Alors, c'est une valeur ajoutée qui est indéniable, le fait que ce modèle-là soit reconnu là, au Québec, au Canada, et aussi, je dirais, auprès de la communauté scientifique francophone, que ce soit en Europe ou en Afrique aussi. Nous avons participé régulièrement à des occasions de maillage d'expertise, que ce soit avec des universités européennes ou africaines, et donc, et canadiennes aussi. Et chaque fois, moi, je dis toujours, ce modèle-là gagne à être perpétué, tant mieux si on peut aussi permettre justement d'offrir des opportunités d'émergence ou de création de modèles qui s'inspirent du nôtre pour par la suite mieux collaborer ensemble. Je ne sais pas si Mélanie, tu veux compléter en quelques mots ici par ton expérience sur le terrain. Peut-être dire, en termes d'avantages pour l'université, ces projets-là, ils ont des répercussions aussi dans les programmes d'études. Tu sais, que tantôt, je parlais des programmes d'études féministes, finalement, qui est enrichi par toutes ces recherches-là qui sont faites en sciences environnement, en santé et société. Il y a beaucoup de programmes d'études à l'UQAM là, qui se démarquent et d'ailleurs, tu sais, qui ont été créés et enrichis là, en cours de route par ces recherches partenariales-là. J'ai une autre... Il y a aussi ce que je voulais amener pour les personnes étudiantes aussi, qu'il y a un côté vraiment formateur qui finalement, lorsqu'elles s'impliquent dans ces projets-là, c'est une découverte de découvrir les groupes sur le terrain. Il y en a qui vont travailler pour ces groupes-là par la suite. Donc, ça amène
tout un éveil d'engagement citoyen sur la réalité de finalement ce qu'ils vivent, donc ou finalement des étudiants qui poursuivent leurs études supérieures pour finalement aller plus loin puis se dire, OK, la recherche, on peut la faire de cette façon-là, que ce soit de la recherche-action ancrée sur des besoins. Donc, ça peut avoir tout un côté de rétention aussi des personnes étudiantes. Donc, puis ça, c'est du côté de l'université, mais pour le milieu associatif, c'est sûr que pour les groupes, ça peut transformer leur pratique, ça peut vraiment venir, ça amène tout un côté de réflexivité aussi au sein des groupes sur ce qu'ils font. Donc, d'avoir un point de vue d'un professeur, des étudiants externes, c'est très enrichissant. J'ai 2 questions très spécifiques ici, alors je vais les regrouper parce que c'est la même personne qui les pose. Donc la première, c'est quel élément de planification avez-vous ou prévoyez-vous d'avoir pour amorcer une décolonisation universitaire? Alors là, je vais peut-être laisser la personne préciser ce qu'elle entend par là, entre-temps. Et sa deuxième question, c'est qu'en est-il des enjeux linguistiques quand on parle de justice sociale, d'innovation sociale, au-delà de l'anglais? Voilà, là, il y a le LSQ et le ASL, par exemple. Bon, là, j'avoue que je suis limitée. J'imagine que c'est plutôt du côté québécois, alors, c'est cet acronyme. Je peux répondre peut-être sur la question de la décolonisation universitaire. En fait, ça vient ici tout avec le mouvement, avec les premiers peuples, avec les groupes autochtones. Donc, l'UQAM, on s'est doté d'un plan d'action là, pour les premiers peuples cet été, si je ne me trompe pas, ou cet automne. Donc, en fait, c'est de revoir vraiment l'approche dans l'enseignement, dans la recherche, que ce soit vraiment qu'on parte finalement du vécu des personnes autochtones, qu'on reconnaisse leur expertise. Donc, ce travail qui n'est pas simple, qui est très complexe, que je ne suis pas une spécialiste, mais qui va se faire vraiment sur des années. Donc, il y a plusieurs universités qui se dotent de ce type de plan d'action-là ici au Québec. Et puis, j'aimerais souligner aussi, tu l'as bien mentionné, l'importance, Mélanie vient de le dire, quelques années, lorsque nous travaillons, par exemple, sur des enjeux de décolonisation, notamment avec les premiers peuples, ça demande une relation de confiance qui prend du temps à se construire. Aussi, il faut pouvoir savoir les écouter et s'inspirer aussi de leurs pratiques millénaires, les savoirs aussi de leur communauté qui revêt une grande valeur aussi pour nos chercheurs universitaires aussi. Donc, nous permettons justement ce maillage, une grande valeur entre les savoirs ancestraux des premiers peuples et aussi des savoirs universitaires pour produire de nouvelles connaissances aussi. Et c'est ce qui peut donner lieu aussi à un processus de décolonisation universitaire. Donc, notre petite équipe aussi, là, je reconnais toujours leur effort soutenu pour pouvoir maintenir des liens essentiels et de confiance avec des communautés autochtones au Québec. C'est un exemple. Pour Une autre question, je crois, hein, Cynthia? Oui, bien sur, je sais, des enjeux linguistiques en tant que Les tels. enjeux linguistiques, voilà, les enjeux linguistiques quand on parle de justice sociale et d'innovation sociale. Et alors, au-delà du langage des signes québécois et American Sign Language en anglais, voilà. Je ne sais pas si vous avez envie de répondre par rapport à ça. En fait, moi, je ne sais pas si ça va répondre, là, mais moi, ça me fait penser à la préoccupation de l'accessibilité. Lorsqu'on fait des activités de transfert de connaissances, de plus en plus, on intègre la LSQ, là, la langue des signes, lorsqu'il y a des événements. Il y a aussi, parfois, on prévoit la traduction français-anglais. Parce que ça peut être un autre besoin. Donc, ça, c'est une préoccupation que le CESAC, notre comité des services collectivités, nous avait amené de favoriser le plus possible cette accessibilité-là. Donc, voilà, mais je sais, c'est pas la question linguistique, là, mais vous me direz. Je peux poursuivre aussi, hein, vous savez, dans toutes nos universités, je suis convaincu aussi en Europe, c'est
c'est une tendance essentielle. Tout ce qui a trait à l'équité, la diversité et l'intégration. Et c'est important pour permettre justement de s'assurer que les pratiques vont pouvoir donner lieu justement, tendre la main de l'ouverture justement pour répondre à ces nouveaux impératifs. Donc, ce que nous, au service aux collectivités, avant même que ça devienne populaire ou, je dirais, au plus, je dirais, tendance ou même impératif, je dirais, sur le plan, je dirais, de la recherche universitaire et de l'enseignement. On en fait depuis quelques années aussi. Lorsque nous avons, par exemple, des protocoles de recherche avec des personnes issues de milieux défavorisés ou, par exemple, des groupes aussi qui peuvent être marginalisés, c'est ce qu'on veut justement mettre de l'avant, s'assurer qu'il va y avoir cette reconnaissance-là auprès de la société à part égale aussi. Donc, c'est un enjeu qui est au cœur aussi là, de nos valeurs portées au service aux collectivités. Alors, j'ai une nouvelle question par rapport aux partenariats que vous réalisez, que vous suivez. Est-ce qu'ils sont formalisés quelque part? Est-ce qu'il y a des conventions ou un cadre pour chacun des projets? Et alors, cette question, je vais déjà vous laisser répondre à cette première partie de la question, peut-être. Oui, en fait, ce qu'on propose souvent au début du projet, c'est une entente de partenariat et de propriété intellectuelle. Donc, et lorsqu'on prépare une demande de financement aussi, c'est souvent l'occasion pour bien définir les rôles de chacun. Donc, ça va être quoi le rôle du groupe, de mobiliser les membres, de mobiliser, d'ouvrir un peu les portes pour la collecte de données, le rôle du professeur, le rôle des personnes étudiantes. Donc, tout ça, on le retrouve déjà dans notre formulaire là, de financement de recherche ici à l'interne, de bien le définir, ce partenariat-là. Et dans l'entente de partenariat aussi, on va le rappeler. Donc, ça peut être une entente signée ou non, là, mais c'est quand même écrit. Donc, aussitôt qu'on obtient le financement, ça se formalise, autrement dit. Et puis aussi, évidemment, il peut y avoir, outre le comité d'encadrement sous forme d'entente, et comme Mélanie le souligne, dès le départ, lorsque tout projet, toute demande qui est déposée donne lieu à une évaluation, donc un document qui va aborder certaines des dimensions importantes, la problématique de recherche, les chantiers, les retombées sociales aussi, tout ça doit être documenté et doit faire l'objet justement d'une approbation collective par toutes les parties prenantes à cette entente-là. Et aussi d'autres types d'ententes aussi, c'est par exemple des ententes avec des organismes subventionnaires, des grands bailleurs de fonds, que ce soit municipal, provincial ou fédéral, qui font l'objet d'ententes qui peuvent vraiment représenter sur quelques années des grands montants aussi investis là, dans ce type de recherche-là aussi. Donc, à ce rôle, notre service juridique nous connaît bien et on collabore bien ensemble justement pour pouvoir s'assurer qu'il va y avoir une équité et des retombées bien encadrées. Alors, je pense que là, on arrive tout doucement à la fin, donc je vais poser la dernière partie de la question et puis on clôturera, hein, et les autres questions, on va les garder bien au chaud pour répondre plus tard par retour d'email. On verra comment on fera pour au mieux. La deuxième partie était de voir s'il y avait une communauté de partenaires déjà bien engagée en amont, si ça concernait certains domaines plus particulièrement et s'il y avait des entreprises avec lesquelles vous travaillez aussi et qui étaient dynamiques aussi par rapport à ça. Les entreprises dans le sens entreprise économique, alors au-delà des milieux associatifs. Je peux répondre. En fait, pour la communauté de partenaires, en fait, oui, on est en lien avec une centaine là, par année d'organismes, de groupes partenaires. Donc, ce ne sont pas toujours les mêmes, là, donc autant des réseaux nationaux que des groupes locaux. Donc, et on a aussi des projets qui sont en attente, là, donc on ne manque pas de projets. Et pour les domaines justement communautaires, féministes et avec les syndicats. Au niveau des entreprises, non, parce qu'en fait, notre mission, c'est vraiment de donner l'accès à des groupes qui ont
traditionnellement pas accès à des ressources universitaires. Donc, les entreprises, en fait, elles vont plutôt s'adresser là, à notre service des partenariats du soutien à l'innovation. Super, merci. Bon, ben, je vais peut-être passer la parole à Marcel ou Mélanie pour clôturer la session. Merci beaucoup à tous, en tout cas, pour vos questions. Et ils vous remercient, en tout cas, tous pour les super réponses et présentations édifiantes et inspirantes, je cite. En fait, moi, je souligne qu'aujourd'hui, pour nous, c'est un privilège d'être avec vous, chers collègues de l'Université de Mons et chers collègues de l'UQAM. Et nous avions aussi, je dirais, le petit défi de lancer ce premier coup d'envoi d'une série de 4 webinaires. Le prochain webinaire va porter sur l'entrepreneuriat étudiant et qui va être animé principalement par vos collègues, Cynthia de l'Université de Mons. Chacun de ces 4 webinaires-là, bien évidemment, est étroitement co-construit, je dirais, ensemble avec l'équipe du service des partenariats et mon équipe. Et puis, évidemment, ben, le temps passe vite. J'espère que nous avons pu répondre au meilleur de nos connaissances à vos questions, vos interrogations, et même que ça va donner lieu aussi à d'autres idées. Et n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous avez nos coordonnées. Et ça nous fera plaisir de pouvoir de répondre, de faire avancer aussi notre compréhension commune justement de ce que peut être un modèle de service aux collectivités. Voilà. Donc, sur ça, bien, je vous souhaite une bonne fin de journée chez vous en Belgique. Et puis, est-ce que, mot de la fin, Cynthia, pour annoncer la prochaine, je pense que c'est le 30 janvier, hein, le prochain webinaire. C'est le 30 janvier, oui. Merci beaucoup à vous deux. C'était très intéressant. Merci. Merci à vous. Et bonne soirée. Portez-vous bien. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.